genre d'action dont parle exactement. Dans 3 mois, retour aux urnes pour les Ligériennes et les Ligériens qui le souhaitent. Mais 5 ans après le triomphe d'Emmanuel Macron, comment le paysage politique a-t-il évolué? Quel bilan pour ces novices devenus du jour au lendemain députés? Militants associatifs, citoyens engagés, quelles sont aujourd'hui les nouvelles formes d'action politique et quelle fracture entre nos territoires, campagne d'un côté, grande métropole et littoral de l'autre? Élus, membres de la société civile et politologues, nous leur avons posé la question. Présidentielle, un territoire de campagne, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. Mais d'abord, à quoi ressemblent les Pays de la Loire à la veille de cette élection? En 5 ans, la population a continué d'augmenter, gonflée par l'attractivité de la façade atlantique. Mais quelles sont les zones prisées et à l'inverse, les secteurs en déshérence? Photographie signée Céline Dupérin. Avec près de 3,8 millions d'habitants, la population des Pays de la Loire est en constante augmentation. La 8e région de France est attractive et dynamique, portée par la Loire-Atlantique. Un habitant sur 2 réside loin des villes. Les campagnes attirent plus souvent les ouvriers quand les cadres plébiscitent davantage l'espace urbain. La métropole nantaise, ces dernières années, n'a cessé de se développer et d'accueillir de nouveaux habitants. La Vendée, en revanche, connaît l'un des plus forts ralentissements avec une population vieillissante et la désertification de certaines zones rurales. Dans les autres départements, la croissance est plus nuancée. Le Maine-et-Loire, 2e département le plus peuplé, se maintient grâce à Angers, sa douceur légendaire, ses universités et sa métropole. Dans la Sarthe, en revanche, la croissance a dégringolé, notamment dans les coins les plus reculés. Déficit de services publics, manque de médecins, difficile accès aux soins, les facteurs sont multiples. Si comme partout ailleurs, la population vieillit, les jeunes de 15 à 29 ans représentent aujourd'hui 20% de la population des grands pôles urbains de la région. C'est le cas de Nantes, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Laval et Angers. 400 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cela représente 10,8% de la population, le plus faible taux à l'échelle nationale. Au second trimestre 2021, le taux de chômage de la région était un des plus bas de France, 6,7%. Et les Ligériens, malgré un contexte bien morose, sont champions de France du bonheur. Selon le baromètre des territoires, 81% des sondés se déclarent heureux. Si l'effet côte ouest se poursuit, les Pays de la Loire pourraient accueillir 4 millions d'habitants à l'horizon 2030. En 2017, la région plébiscitait Emmanuel Macron, le président sortant réalisant son meilleur score en Loire-Atlantique avec plus de 77% des voix. Au lendemain de cette victoire, Laetitia Saint-Paul et Aude Amadou prenaient le train en marche direction l'Assemblée nationale à Paris. 5 ans après, quel bilan ces 2 jeunes députées ligériennes tirent-elles de leur tout premier mandat? De simples citoyennes à représentantes de la nation, n'y a-t-il vraiment qu'un pas? Rencontre signée Juliette Poirier, Denis Leroy et Paul Évrard. Elles sont devenues députées sans aucune expérience politique. Laetitia Saint-Paul, 40 ans, députée du Maine-et-Loire, officier de l'armée de terre, et Aude Amadou, 41 ans, députée de Loire-Atlantique, ancienne handballeuse professionnelle. J'ai jamais eu d'engagement public, ni politique. Je fais partie de cette génération, on va dire, macronienne. J'ai été casque bleu au Liban, j'ai sauté en parachute, j'ai eu jusqu'à 200 soldats sous mes ordres. J'étais sûre que j'étais prête. En 5 ans, ces jeunes recrues La République En Marche ont rapidement pris du galon. Rédiger la loi, c'est un travail laborieux, dans la durée, dans l'ombre. Le député, c'est un médiateur de terrain. C'est pas que quelqu'un qui fait la loi, mais il faut apprendre les codes. À quelques mois des prochaines élections, leur faiblesse est même devenue un argument de campagne. Turcan, à 15 minutes de Saumur, c'est ici que Laetitia Saint-Paul s'est installée avec sa famille, sa priorité.
suis installée dans ce village depuis 2014. Les mamans d'élèves sont mes copines avec qui on fait le sport. Non, je suis une maman comme les autres, moi, dans mon village. La jeune députée a grandi à Rennes, formée à la prestigieuse école Saint-Cyr, avant d'être affectée aux écoles de Saumur, à l'état-major, discrète mais ambitieuse. Mes parents tenaient un bureau de tabac. Cas particulier, j'ai grandi avec mes arrière-grands-parents qui ont vécu à la maison et mon arrière-grand-père a combattu l'ennemi à Verdun. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui infusent notre vie depuis l'enfance, on ne sait pas de quelle manière. Mais dans tous les cas, très tôt, j'ai voulu être militaire. Un jour, j'ai été avec mes enfants au centre d'action sociale de l'un de mes villages à créer des petits animaux avec des pommes de pin. Et le lendemain, je représentais l'Assemblée nationale à l'Élysée. À l'inverse, Aude Amadou a grandi à Nantes, sa terre d'élection. Elle a fréquenté les écoles du quartier Saint-Joseph de Porterie. C'est là qu'elle a découvert le handball. Là, ici, c'est mon gymnase, c'est où tout a commencé. C'est le quartier où j'ai grandi et j'y ai passé quelques mercredis après-midi. Et ce lieu, il est vraiment important pour moi parce que voilà, s'il n'y avait pas eu l'école, il n'y avait pas eu le sport, et ben, j'en serais pas là aujourd'hui. En sport, on doit toujours être soit dans l'anticipation, soit en fait après le match, on doit faire nos retours et prendre beaucoup de recul, mais jamais être dans la réaction. Et je pense qu'en politique, c'est pareil. C'est qu'il faut vraiment apprendre à anticiper et il faut beaucoup observer. Ascension fulgurante pour Laetitia Saint-Paul, cas unique, première militaire élue députée et vice-présidente de l'Assemblée. Il n'y a pas une fois où je ne suis pas émue et quand je gravis chaque marche qui me mène au perchoir, je mesure le chemin parcouru tout au long de ma vie. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant reconnaissance de la nation et réparation des préjudices subis par les harkis. Quelles priorités, quelles lignes directrices sont retenues pour cette future feuille de route ? Entre les deux élus, un point commun, le passage par la commission Affaires étrangères, leur spécialité, à des degrés différents. Laetitia Saint-Paul est à l'aise avec la géopolitique et les institutions. Aude Amadou a fait le choix de prendre des cours à l'Institut national du service public, anciennement l'ENA, à Strasbourg. Tout comme Français qui se situe en milieu d'entreprise, il est amené à faire des mises à niveau. Et en fait, c'est exactement la même démarche dans le cadre du travail parlementaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et si vous voulez agir au mieux et vraiment au mieux servir les Français, il faut connaître tous ces mécanismes. Chacune sa méthode selon son expérience de vie, un credo cher à la République en marche, chacune ses convictions. Je n'ai pas voté tout ce qui a été proposé par mon groupe, mais ce qui est sûr, c'est que je suis quelqu'un de loyal, mais loyal par conviction, pas par soumission. Et ce contre quoi j'étais, je ne l'ai pas voté, je l'ai complètement assumé. Le fait de s'abstenir, ça vous permet aussi de pouvoir continuer ces échanges pendant le cheminement de la loi quand elle va au Sénat. Donc je pense que c'est important donc aussi de ne mettre un contre, un blocage qui vous empêche de discuter, qui vous empêche d'arbitrer. Des convictions pour lesquelles elle n'hésite pas à murmurer à l'oreille des ministres. Ici Barbara Pompili en déplacement à Nantes. À Paris, à l'hôtel de Brienne, le ministère des Armées de Florence Parly, au rapport sur des enjeux nationaux et internationaux, sans pour autant négliger les problématiques plus locales. Je suis malheureuse quand on me met devant un PowerPoint. Donc en allant sur le terrain, je rencontre les personnes qui sollicitent un rendez-vous de la municipalité. Le midi, je déjeune avec les élus locaux. Ce jour-là, c'est à Dittré, chez son opposant et adversaire aux législatives de 2017, que la députée enchaîne les rendez-vous. Je pense que ça sera sur ce secteur-là, sur 4 éoliennes. J'ai plutôt pour habitude d'accompagner tous les projets des collectivités territoriales et de ne pas m'opposer à la décision qui sera prise in fine par votre conseil municipal. Elle est plutôt sur des dossiers internationaux. Elle ne fait pas le job tel que je le conçois d'un député. Mais un député, avant tout, est fait pour faire la loi. Il n'est pas forcément là pour aller sur les foires, sur les fêtes, sur les manifestations. Ça a la raison. Mais je pense que si on veut recréer le lien avec nos électeurs, il faut des élus présents. Comment on peut faire ? Des élus grisés par de nouvelles responsabilités. C'est peut-être plus simple de passer par la métropole. La fierté, c'est de se dire qu'après un mandat, on a appris beaucoup de choses, on a beaucoup progressé, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Et ça va prendre beaucoup de temps, mais je pense aujourd'hui que les citoyens attendent que cette confiance revienne et on n'y est pas encore. Entre opportunités politiques et ambitions personnelles, les néo-députés ont décidé de repartir en campagne dans leur territoire, aux côtés d'Emmanuel Macron. Bonjour William Aucan. Bonjour Mathieu. Vous êtes conseiller régional, écologiste, membre de l'équipe de campagne du candidat Yannick Jadot. Mais avant cela, vous avez fait partie des 150 Français tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne sur le climat. C'était en 2019. À l'époque, quel type de citoyen étiez-vous? Engagé, pas engagé? À l'époque de recevoir un coup de fil que j'ai pris pour un canular, puisque la Convention citoyenne n'était pas connue, ma préoccupation première, c'était de trouver une place en crèche pour mon fils. Et quand j'ai compris que c'était une mission civique et qu'il y avait là la possibilité de parler directement de citoyen à président, j'ai dit oui. Justement, à l'époque, vous vous dites, bonne idée, le citoyen va pouvoir influer directement sur le politique. Vous êtes séduit par cette convention? C'est ce qui était promis. Et donc, il y avait aussi cette notion de sans filtre, qui a été par la suite un vrai poison. Donc, tout ce qu'on a proposé faisait système. Et donc, ce qu'on a remis, un rapport en juin 2020 au président sur les pelouses de l'Élysée, avec derrière lui qui s'engageait en disant « je dis oui à 146 de vos propositions ». Il avait mis 3 jokers sur 3 propositions. Et donc, je suis ressorti assez fier finalement d'avoir fait ce rapport et en me disant « le président finalement va faire ce qu'il a dit ». Alors, vous avez travaillé pendant 1 an, vous avez formulé vos propositions et au final, vous êtes déçu. Vous dites que le président, le gouvernement ont manqué d'ambition. Est-ce que vous avez fait les frais d'une forme de réel politique? Petit à petit, on a vu nos mesures s'effriter, s'effilocher. Et il y avait beaucoup d'interrogations. Et à la fin, quand on nous a présenté le brouillon qui allait être présenté aux députés, on s'est dit finalement c'est une grande déception. C'est-à-dire qu'en fait, on est venu chercher des citoyennes et des citoyens, on les a formés, ils ont eu conscience des enjeux, ils ont fait des propositions. Ces propositions devaient respecter un cahier des charges et un objectif, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Donc on y croyait à ce qu'on a fait. Et en face, on a eu une réponse. Oui, mais vous savez, on a eu, si on faisait de la rénovation thermique obligatoire des bâtiments, on aurait les gilets jaunes du logement. Si on faisait contre ou pour la PAC, on aurait les gilets jaunes de l'agriculture. Donc il y a une certaine trouille qu'on a rencontrée. D'autres enjeux, en tout cas, du point de vue de l'exécutif. Aujourd'hui, vous êtes conseiller régional. Comment s'est fait cette bascule entre simple citoyen et homme politique? Dans un premier temps, ce qu'on a appris à la Convention citoyenne, c'est qu'il fallait se recentrer sur un territoire de vie proche. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la région pour ça? Et donc d'agir dans les politiques du plus proche, la région c'est parfait. Pour ce qui est du mandat politique, se rendre compte de l'inaction climatique chez les politiques vous fait en tant que citoyen disjoncter. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous dites, en fait, ce qu'on leur confie en tant que citoyen, ils ne sont pas capables de les porter. Donc il faut aller les porter soi-même. Et c'est vraiment le sens de ma démarche. Le fait d'avoir été confronté à l'inaction politique, je voulais de l'action citoyenne. Donc il faut mettre les mains dans le cambouis, dans un hémicycle, sinon ça reste symbolique? J'ai marché dans la rue. J'ai marché dans la rue avec d'autres citoyens pour le climat, etc. Et face à un gouvernement thatchérien, ou même ici une politique un peu de fer sur juste les intérêts économiques et pas ceux de la planète, on se retrouve à marcher pour rien. Et donc je pense que l'action politique est aussi un échelon essentiel dans la résolution de ce problème climat. Et donc c'est là que ça se joue. C'est pas que dans la rue, c'est pas sur son canapé. Non, c'est ici, dans les institutions, qu'il faut faire bouger les lignes. On parle souvent de démocratie numérique avec notamment une application, Nos Lois, où les parlementaires abonnés peuvent converser directement avec les citoyens inscrits. Ça va dans le bon sens ou c'est de la poudre aux yeux de la communication selon vous? Les citoyens sont loin des décisions politiques. On a besoin de se retrouver à table ensemble. Les citoyens, les politiques, les experts. Si on passe par des plateformes numériques qui sont très anonymes au demeurant, en fait, on ne crée pas le lien. On ne crée pas le lien qu'il peut y avoir d'empathie entre les situations des gens qui sont mal chauffés, qui sont mal nourris, ou même d'autres personnes qui se disent « j'ai des intérêts économiques, il faut que vous fassiez ceci ». Non, à un moment, je pense qu'il faut se voir en vrai. Les plateformes numériques, pour moi, je trouve que c'est une fausse réponse à la démocratie. Merci William Aucan. Merci à vous. Loin des grandes métropoles comme Nantes ou Angers, quelle situation dans les campagnes? Transport, santé, services publics. Souvent les habitants se sentent oubliés, délaissés, avec à la clé un intérêt en berne pour le scrutin à venir. La Sarthe, un département au paysage de campagne.
354 communes à dominante rurale, comme Vibré dans l'Est, où les habitants sont parfois sujets à des difficultés. Il y a des aires médicales, hein, ça c'est évident. Ici, on a quand même un gros souci par rapport à ça. Le transport, oui. Moi, j'ai des adolescents et c'est vrai que des fois, ils veulent aller au Mans, donc ils sont obligés de partir le matin à 7h et revenir que le soir à 7h30. Malheureusement, il y a beaucoup plus en plus de petits services comme la Poste, etc., qui partent, qui vont aux grandes villes comme ici à Vibré. Maintenant, ils sont déménagés à Ferté-Bernard. Des problématiques récurrentes en milieu rural. Pour autant, à quelques mois des élections présidentielles, ici les Sartois se sentent un peu oubliés. C'est vrai que nos dirigeants ne vont pas suffisamment dans nos campagnes pour essayer de comprendre la vie de nos communes. Que nous, les présidentielles, ou enfin Paris, l'Élysée, tout ça, chez nous, on ne s'en rend pas vraiment compte. Nous, ce qui nous concerne, c'est notre petit village. Face à ces manques et ces inquiétudes, des municipalités tentent de redynamiser leur commune. À Tresson, 475 habitants, le commerce du centre a rouvert en 2020 grâce à l'opération 1000 cafés. On fait travailler les producteurs locaux. Là, on fait des pots de pain, on fait des pots de colis. On va faire certainement le PMU aussi. Cette année, de nouvelles familles s'y sont même installées et 12 bébés sont nés dans la commune. On vient du Nord-Pas-de-Calais et donc on est arrivé au 1er janvier 2021. Voilà. Avec la petite et puis ensuite arrivé à Belle en septembre. Le village bénéficie aussi du réseau fibre et bientôt d'une maison d'assistante maternelle, ce dont se réjouissent les familles et la mère. Un village, une commune, c'est quoi? C'est une école, c'est des citoyens et c'est un commerce ou deux qui fonctionnent. Et là, on a quand même les ingrédients qui font que notre ruralité reste bien vivante. Si comme Tresson, des communes parviennent à conserver un certain dynamisme, la Sarthe reste aujourd'hui le département le plus affecté de la région par la pauvreté. Le président des maires ruraux craint désormais les conséquences que pourrait avoir un fort taux d'abstention au présidentiel. J'ai vraiment l'impression que les gens n'y croient plus et qu'ils n'ont pas l'impression que ce bulletin de vote qu'on vient mettre dans l'urne changera leur vie demain. C'était encore l'espoir qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et c'est une vraie préoccupation pour notre démocratie parce que ça la fragilise. Selon lui, l'issue du scrutin pourrait encore aggraver la fracture entre ville et campagne, aux politiques désormais d'être au plus proche des populations rurales qui représentent 23 millions de Français. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département opinion à l'IFOP, où on se trouve. Merci de nous accueillir. Et vous venez de publier aux éditions du Seuil avec Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux, un ouvrage dans lequel vous décrivez une grande métamorphose française à partir du milieu des années 80. La France qui délaisse son agriculture et son industrie pour se tourner vers plus de services, de loisirs, de consommation. On vient de voir un reportage tourné à Vibré dans la Sarthe que vous connaissez bien, vous êtes sartois. Est-ce que Vibré, c'est l'illustration de ces petites communes victimes de cette grande métamorphose? Alors effectivement, le département de la Sarthe est assez emblématique de ces transformations qui ont été très profondes et qui se sont opérées au cours des dernières décennies avec une diminution drastique du nombre d'exploitations agricoles. Et donc dans des départements ruraux comme la Sarthe, ça s'est vu et ça a pesé lourd dans la recomposition sociologique de la population, mais aussi dans les paysages. Un déclin industriel très prononcé. On vient de voir ce reportage à Vibré il y a quelques jours. On apprenait la fermeture de l'entreprise Mecachrome, un sous-traitant de l'aéronautique, implanté à Vibré avec 74 emplois. Donc une partie va être envoyée à Sablé, à l'autre bout du département. Mais c'est typique de cette France périphérique qui vit à l'ombre des grandes villes, où l'essentiel de l'activité économique, historiquement, était organisée autour de la production, qu'elle soit agricole ou industrielle. Et ces deux piliers ont été touchés très durement par les mutations qu'on raconte dans ce livre. Et aujourd'hui, ces communes se tournent, comme le reste du pays, autour de la consommation. Souvent, le supermarché local est le premier employeur, l'Intermarché, le Super U. Ça peut être aussi l'EHPAD, la maison de retraite, donc une économie autour de la consommation, des services à la personne, également du tourisme, quand on a la chance d'être dans une région qui est attirante. Et puis, nous sommes ici à Vibré. On est aux limites, aux confins de la région du Perche, la région géographique du Perche, et qui a vu arriver des Parisiens, notamment. Pas mal de Parisiens, notamment au moment du confinement. Et donc on se retrouve un peu dans une zone de villégiature si on a la chance d'être
bien desservis soit par le TGV ou par l'autoroute. Et donc c'est toutes ces métamorphoses économiques, mais vous voyez qui induisent beaucoup de conséquences qu'on a essayé de raconter. Est-ce que les Pays de la Loire, du fait de l'attractivité du littoral, du faible taux de chômage, s'en sortent mieux que d'autres régions françaises ? Alors effectivement, quand on regarde les indicateurs, on est dans une région qui est plutôt bonne élève. Le fait d'être dans une région avec un littoral est un atout tout à fait substantiel. Nous avons également la grande métropole nantaise, qui est économiquement très dynamique. Et puis, autre spécificité de notre région des Pays de la Loire, nous avons encore un tissu industriel qui est non négligeable, avec notamment Saint-Nazaire, mais aussi un tissu industriel de PME extrêmement compétitif en Vendée, dans le sud du département de la Loire-Atlantique, une partie aussi du Maine-et-Loire, et puis une agriculture qui, même si elle emploie moins de salariés, moins d'exploitants aujourd'hui, se tient et résiste encore. Donc on a un mixte économique qui est assez compétitif. On parlait à l'instant des littoraux, il y avait une autre activité de production historique à côté de l'industrie et de l'agriculture qui était la pêche sur nos littoraux. On a encore des ports de pêche assez dynamiques, mais quand vous regardez les effectifs de la flotte de bateaux de pêche entre les années 80 et aujourd'hui, les effectifs là aussi ont été considérablement diminués au profit de la plaisance et du tourisme. Quelles conséquences politiques tirez-vous de cette hiérarchie entre territoires ? Alors, toutes ces modifications géographiques et territoriales ne pouvaient pas ne pas avoir de traduction électorale. Et ce qu'on constate, scrutin après scrutin, c'est que nous avons une carte des votes qui se redessinent. Et c'est très intéressant de suivre les Pays de la Loire, puisqu'il y avait des grandes études historiques qui avaient été menées notamment par André Siegfried au début du XXe siècle, où il montrait les territoires de gauche, les territoires de droite, avec un héritage historique très fort. Il fallait remonter à la Révolution pour comprendre ce qui s'était passé. Aujourd'hui, c'est plus ces terroirs politiques qui donnent le là, c'est une logique beaucoup plus géométrique, si je puis dire. C'est la distance à la grande ville qui va faire le vote. Le prix du mètre carré, le prix de l'immobilier est indexé sur cette distance à la ville et les votes s'en ressentent. Aujourd'hui, on a des votes protestataires, pour l'essentiel pour le Rassemblement national, et une abstention qui augmente assez linéairement quand on s'éloigne de Nantes, d'Angers ou du Mans. Et inversement, nous avons à Nantes notamment l'essor d'une nouvelle culture politique où le poids de l'écologie est de plus en plus important. Donc on voit comment les modes de vie et les façons d'habiter le territoire façonnent également les comportements électoraux et redessinent la carte électorale. Jérôme Fourquet, vous restez avec nous à l'opposé de cette France des coulisses, de cette France backstage dont vous parlez. On va prendre la direction de cette France instagrammable, cette France qui a la cote, illustration parfaite avec Nantes, 6e ville de France, une ville jeune, dynamique, qui continue d'attirer chaque année de nouveaux habitants, dont de nombreux Parisiens qui élisent domicile dans le quartier de l'île de Nantes, avec dans leur valise, vous allez le voir, un fort pouvoir d'achat. On l'appelle la ville du quart d'heure. Située en plein cœur de la métropole, l'île de Nantes, avec ses nouveaux quartiers, se veut résolument tournée vers l'avenir. Un modèle urbain avec ses commerces de proximité, ses écoles, ses transports en commun et des habitants fraîchement arrivés, mais déjà bien installés. Ce quartier offre beaucoup d'opportunités d'avoir une vie sociale très riche. On connaît son voisin, les gens sont aimables, il y a une bonne ambiance et c'est surtout très dynamique, jeune. Moi, je trouve que pour des gens comme moi qui commençons notre retraite, c'est bien. On est entouré que de jeunes. C'est dynamique. Voilà quoi. En ébullition. Ouais, mais c'est sympathique. Dans ce quartier au nord-ouest de l'île, les commerçants sont arrivés en même temps que les habitants, favorisant ainsi un climat de proximité. Salut Geoffroy. Comment ça va bien? Pas très bien. Bon, un petit camembert. Une qualité de vie qui a convaincu Geoffroy de quitter Paris et son poste dans la finance pour s'installer comme fromager sur l'île de Nantes. C'est différent, effectivement, il y a une petite vie de quartier, on connaît beaucoup les clients, leurs habitudes, leurs problèmes aussi, c'est important, on discute beaucoup. Et donc on est très contents, je pense que tous les commerçants ici sont très contents de l'installation ici. C'est un microcosme, on est à 2 pas du centre-ville de Nantes, mais en même temps c'est pas la même chose. Donc non, c'est très agréable. Un lieu de vie qui a un coût. Ici, le mètre carré s'élève à 5 000 €, mais pour autant, on y compte 33% de logement social. Une volonté de mixité dans ce quartier très prisé, où tout est à portée de main. On est plus sur un quartier un peu cadre plus quand même, voilà.
Bon, pas se voiler la face non plus. Je veux dire, c'est un quartier plutôt bobo, même si j'aime pas trop cette expression, mais beaucoup de Parisiens, etc., qui viennent ici, qui ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé, effectivement. Aujourd'hui, l'île de Nantes compte environ 20 000 habitants et d'ici 2035, avec la construction du nouveau CHU, on attend 10 000 habitants supplémentaires, un deuxième centre-ville au cœur même de la métropole. Jérôme Fourquet, on vient de le voir dans le reportage, Nantes continue d'attirer toujours autant d'habitants, notamment des Parisiens. Est-ce le cas de tout le littoral ligérien? C'est une des métropoles qui a le plus capté de population au cours des 20 ou 30 dernières années, avec du coup des équilibres sur le marché de l'immobilier qui s'en sont trouvés perturbés. Et cette tendance de fond a été encore amplifiée avec le Covid, quand toute une partie de la population francilienne a fait le choix de délaisser la métropole francilienne pour aller s'installer en province. Et Nantes, avec son cadre de vie agréable, avec sa desserte TGV, avec sa proximité de la mer, est bien évidemment une destination qui est très attractive. Donc, pour le reste de la côte? Alors, pour le reste de la côte, on a aussi un phénomène similaire, avec des populations qui historiquement s'installaient sur la côte, qui étaient plutôt des retraités un peu aisés. Mais on a aussi, depuis le Covid et l'essor du télétravail, une nouvelle arrivée de population, qui est une arrivée plutôt de cadres qui vont pratiquer le télétravail ou ce qu'on appelle la birésidentialité, c'est-à-dire une partie de la semaine en province, une autre soit à Nantes, soit en région parisienne. Et tout ça modifie aussi à la fois les équilibres sociaux et les équilibres économiques, puisque la population native, entre guillemets, ou locale, va avoir de plus en plus de difficultés à accéder à la propriété, au logement, dans ces zones littorales qui sont de plus en plus convoitées. On a parlé de cette France qui brille, une France triple A. Et donc on a aujourd'hui une espèce de lutte des places qui s'est mise en place en France, avec une très forte concurrence pour pouvoir s'installer dans les morceaux les plus désirables, les plus instagrammables de la France. Alors ici, en Pays de la Loire, ça peut être le cœur historique de Nantes, les quartiers branchés nantais, ça peut être aussi bien évidemment le littoral qui est très couru et très apprécié. Et donc tout ça, on voit qu'on a un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place. Politiquement, ces nouveaux arrivants, ces cadres, ces CSP+, qui arrivent à Nantes et ailleurs, sont moins attirés par les extrêmes. C'est parce que socialement, ils souffrent moins? Ce sont des publics qui sont plutôt du côté des gagnants, qui sont plutôt insérés. Donc il y a un vote de colère qui va être moins fort chez eux. Il y a aussi un facteur culturel. C'est une population qui a souvent fait de longues études et qui est, par son bagage culturel et aussi universitaire, souvent tournée vers l'international. Et donc il y a un degré d'ouverture sur la mondialisation, sur l'extérieur, qui est souvent plus fort. C'est ce que l'essayiste britannique David Goodhart appelle les « people from anywhere », c'est-à-dire ceux de nulle part ou de partout, qui sont un peu nomades et qui implantent dans Nantes, comme dans d'autres grandes métropoles, une culture assez ouverte, assez mondialisée. Il y a une sensibilité aussi assez forte à l'écologie. Plus Macron-compatible. Alors c'est plutôt Macron-compatible, mais on voit que Nantes est une ville de gauche, avec un vote écologiste. Donc c'est plutôt cet univers-là, c'est-à-dire un arc qui va du courant écologiste, social-démocrate, jusqu'au macronisme ou à la droite modérée, et qui se retrouve dans la plupart des grandes métropoles françaises. Merci Jérôme Fourquet. Merci à vous. Une présidentielle qui s'annonce dans un climat tendu, de défiance croissante envers les élus, une défiance parfois transformée en violence, symbole de cette évolution bien sûr, la gifle reçue par Emmanuel Macron, mais le phénomène touche principalement des élus locaux, maires, conseillers départementaux ou députés en contact direct avec les citoyens, des élus dont les agressions en 2020 ont augmenté de 200%. Ministres bousculés, permanences parlementaires taguées ou vandalisées, courriers anonymes. Jamais la défiance et le rejet des politiques n'ont été aussi forts. Et la région n'est pas épargnée. Les plus touchés, les maires. Ils sont en première ligne, réceptacle de toutes les colères. Une lettre avec la photo d'une balle de Van de Longriff, en me disant qu'il faudrait que je prenne une retraite bien méritée. Sinon, j'allais pas dormir pendant 6 ans, puisque ma famille serait visée par cette balle. En 2020, près de 1300 agressions contre des élus ont été comptabilisées en France. Une hausse de 200%. Menaces,
Insultes, les tensions sont de plus en plus fréquentes, y compris en milieu rural. Sur ces images amateurs, des élus sont agressés par une bande de jeunes de la commune. Au-delà de relater les faits, c'était effectivement d'alerter les pouvoirs publics sur notre impuissance devant la montée de la délinquance juvénile. Un certain nombre d'agresseurs identifiés sont aujourd'hui dans la rue puisque nous sommes totalement impuissants, ainsi que les services de l'ordre d'ailleurs. Alors, quelle réponse face aux violences? Des stages de gestion des conflits encadrés par des négociateurs du GIGN sont organisés depuis quelques mois un peu partout sur le territoire, mais au quotidien, les élus se sentent bien seuls. Les auteurs ont été identifiés, ouais. Alors c'est vrai qu'on attend encore des nouvelles de la gendarmerie et puis de la justice. Nous on a proposé que la réparation se fasse par des tiges, mais on attend toujours. Jusqu'à présent, les sanctions n'étaient peut-être pas à la hauteur des outrages. Maintenant, il y a une prise de conscience collective qui m'amène à penser très clairement qu'il va y avoir un changement dans les sanctions et dans la prise en compte justement de ces agressions. Emmanuel Macron, giflé. François de Rugy, candidat LREM au régional, enfariné sur une terrasse nantaise. Gilets jaunes, réforme des retraites, élections, des terrains propices au débordement. Les citoyens qui franchissent la ligne se disent aujourd'hui excédés par des représentants hors sol, totalement déconnectés de la réalité. Bonjour Emmanuel Franco, vous êtes maire d'Étival-les-Le Mans. Merci de nous accueillir ici à la bibliothèque d'Étival-les-Le Mans. Vous êtes également président de l'association des maires de la Sarthe. Quelle est la situation dans le département? Est-ce que les élus sont victimes de menaces, d'agressions physiques ou verbales? Les élus de la Sarthe, comme malheureusement les élus français, comme 500 élus français, sont victimes de violences verbales, de violences physiques et parfois d'atteintes à leurs biens personnels. Est-ce que vous trouvez la justice trop lente, trop laxiste? Je ne la jugerai pas laxiste, je la jugerai en effet trop lente. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent les maires de la Sarthe, c'est-à-dire des réponses fermes et rapides. Quoi comme type de réponse? Des réponses pénales suite au dépôt de plainte. Et il y a beaucoup de faits qui ne nous sont pas remontés, qui ne débouchent pas sur des plaintes parce que les élus estiment qu'on n'est pas encore arrivé à un degré trop important. Ils ont tendance à minimiser eux-mêmes? Oui, ils ont tendance à minimiser parce qu'ils ne connaissent pas forcément l'échelle de gravité et donc ils ne le font pas en disant on n'est pas encore arrivé à un niveau pour que je puisse faire un dépôt de plainte. Est-ce que, sans l'excuser bien sûr, vous comprenez, vous analysez ce ressentiment aujourd'hui envers les élus? La violence ne résout jamais les problèmes, on le sait, mais elle peut s'exprimer parce qu'on a vécu des moments difficiles ces dernières années et on sent une espèce de tension et donc les élus locaux, comme dit le président du Sénat, Gérard Larcher, nous sommes à portée de baffe et donc parfois, nous prenons des coups, des baffes, alors que nous n'avons pas forcément les leviers pour résoudre certains problèmes. On a vu dans le reportage des élus participer à des stages avec d'anciens du GIGN, avec des militaires qui viennent former des élus. Est-ce que ça, c'est de nature à dissuader un élu de se présenter? Est-ce que c'est de nature à faire baisser les vocations? Est-ce que les maires ont besoin du GIGN pour pouvoir échanger avec leurs habitants dans le cadre de relations conflictuelles? Je ne suis pas sûr. Par contre, l'expérience du GIGN sur la négociation, sur la bonne attitude à avoir peut être intéressante. Et donc, c'est une expérience, une formation qui peut être faite par le GIGN. Comment faire en sorte que pour la population, pour les administrés, élus ne soient pas synonymes de personnes privilégiées? Les élus ne sont pas des personnes privilégiées, ils doivent vivre comme les autres, ils doivent vivre avec la population, partager, mais ils ont aussi besoin, les élus, que tout le monde travaille dans le même sens où on parle de respect. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit pour élever un enfant, il faut tout un village. Et donc, il faut l'instituteur, il faut le maire, il faut le religieux, il faut le passant dans la ville. Et c'est comme ça qu'on arrivera collectivement, sans travailler en silo, l'école, la République, etc. Même si l'école, c'est bien sûr la République. Il faut vraiment qu'on travaille collectivement sur l'éducation. Et l'éducation, ça commence dès le plus jeune âge. Merci Emmanuel Franco. Merci.
Ali Benamla, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des anciennes figures du mouvement des Gilets jaunes ici à Angers et on se trouve sur l'un des ronds-points que vous occupiez avec d'autres Gilets jaunes. C'était il y a un petit peu plus de 3 ans. Vous êtes chef d'entreprise. Est-ce qu'à l'époque vous étiez militant politique ou pas du tout? Alors pas du tout. J'étais juste un chef d'entreprise qui avait ses propres opinions, mais je n'étais pas du tout engagé politiquement. Je ne pensais pas qu'un jour j'allais mettre un gilet, que j'allais me mettre sur un rond-point ou j'allais distribuer des tracts. Comment s'est passé justement ce déclic entre chef d'entreprise et Gilets jaunes? En fait, le chef d'entreprise en avait marre. Un jour, on se réveille, on a des nouvelles taxes, on a des nouveaux impôts, le prix du carburant augmente. Et quand on essaie de se plaindre, on n'était pas entendu. Mais alors, pas du tout. Vous avez un gouvernement qui faisait le sourd. On a essayé de l'interpeller via les médias, via les réseaux sociaux, directement. On n'avait rien. C'est-à-dire, il prenait son entêtement pour du courage politique, considérant que l'élection présidentielle, c'était un chèque en blanc et qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Du jour au lendemain, on s'est plaint aux élus locaux, on s'est plaint aux députés. Et à un moment, il fallait passer à l'étape supérieure et sortir sur les ronds-points. Vous avez eu le sentiment de faire de la politique à ce moment-là? Pas forcément, parce que franchement, on ne pense pas en termes politiques, on pense vraiment... C'était personnel au départ. Et quand on s'est levé le matin, on ne savait pas s'il allait y avoir du monde. On ne savait pas si on allait être suivi ou pas, parce que ça s'est passé que sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on était content d'arriver ici sur le rond-point et voir plein de monde. C'était quelque chose de libérateur, quelque part. On s'en souvient, le mouvement est parti à l'époque d'une augmentation des taxes sur les carburants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que votre pouvoir d'achat a augmenté? Pour être pragmatique, oui. Alors, ce n'est peut-être pas assez. C'est peut-être déséquilibré, ça ne concerne peut-être pas tous les secteurs, mais oui, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu une augmentation des pouvoirs d'achat. D'abord par rapport aux premières mesures qu'on avait eues au bout de 3 ou 4 semaines de blocage, parce qu'il faut savoir que les grandes préoccupations, c'était la taxe carburant, c'était le pouvoir d'achat des travailleurs, c'était la retraite, et que finalement les premières mesures qu'on avait eues allaient dans ce sens-là. Le reste, j'ai considéré que ça ne devait pas se passer autour d'un rond-point et que ça devait se passer par d'autres moyens. On le voit dans cette campagne présidentielle, on parle beaucoup d'immigration, d'identité. Est-ce que vous diriez que le pouvoir d'achat reste la préoccupation principale des gens au quotidien? Alors pour moi, oui. Pour les gens autour de moi, oui. Mais quand on voit à la télé, visiblement, ce n'est pas forcément le cas. Moi, je pense que, même d'après les sondages, c'est effectivement le premier centre d'intérêt. Je pense que c'est une période et qu'à l'approche des élections, le pouvoir d'achat va reprendre sa première place comme préoccupation. C'est un passage à passer et il y a énormément de choses à faire sur ce point-là. Donc on attend les propositions des candidats avec impatience, voir ce qu'ils peuvent faire sur ce sujet-là. Ali Benamla, ça fait 2 ans qu'on vit une pandémie, une crise sanitaire d'une ampleur inédite. Est-ce que vous diriez que la Covid-19 a mis sous le tapis ce mouvement des Gilets jaunes et ses revendications sociales? De fait, oui, on peut dire que ça a fait une pause. Il y a des mesures sanitaires, on ne peut pas se rassembler, donc tout se passe sur les réseaux. Après, il y a eu des mesures du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat pendant cette période-là qui vont aider à faire une pause. Mais je pense que ça pourrait peut-être reprendre. Justement, le prix des carburants a tendance à augmenter ces derniers temps. Est-ce que, selon vous, le mouvement des Gilets jaunes pourrait reprendre après l'élection présidentielle? Effectivement, il pourra recommencer parce que ça a commencé par des nouvelles taxes et par l'augmentation des prix de l'énergie. On voit que le prix de l'énergie commence à augmenter. Le gouvernement essaie de prendre des mesures préventives pour essayer un peu de baisser, mais on va voir ce que ça donne. Et je pense que s'il y a des nouvelles taxes, si le prix du carburant continue à augmenter, on ne peut que penser qu'un mouvement comme celui-là pourra recommencer à nouveau. Merci Ali Benamla. Merci à vous. Eux aussi se veulent en dehors de la politique traditionnelle et prônent la désobéissance civile. Présents à Nantes depuis 2019, les membres d'Extinction Rebellion entendent alerter sur la question climatique et faire pression sur les dirigeants politiques. Qui sont-ils? Quelles sont leurs actions et comment se positionnent-ils à 3 mois de la présidentielle? Réponse avec Pauline Coiffard et Christophe Amourio. Ils remplacent les panneaux publicitaires par des fleurs, occupent des lieux de pouvoir ou peignent des messages sur les vitrines des magasins, toujours signés de ce logo, un sablier dans un cercle comme symbole de l'urgence climatique. Créé en 2018 au Royaume-Uni, Extinction Rebellion est un mouvement social écologiste de désobéissance civile non violente. Le but de leur action, déclencher une prise de conscience et inciter les gouvernements à agir pour la protection de la planète. On se dit, en fait, il faut vraiment aller toucher là où ça fait mal un petit peu, perturber l'activité pour que vraiment ils ne puissent plus ignorer en fait nos revendications, nos demandes
Il y a un peu deux gros genres d'actions. D'une part, les actions qu'on peut appeler de sensibilisation. Et ensuite, quand on est nombreux, on essaie de faire des actions de plus de perturbation. Donc ça peut être des blocages, des occupations de lieux publics, où là vraiment on va exercer plus de pression sur le long terme contre les entreprises, contre les gouvernements et les décideurs. Présent à Nantes depuis 2019, le mouvement se compose d'une quinzaine de membres actifs, des étudiants et de jeunes professionnels âgés pour la plupart de 18 à 35 ans. L'organisation se veut horizontale, pas de chef donc, mais des réunions dans ce genre de lieux militants pour discuter des solutions pour l'avenir. On n'a pas 30 ans, 40 ans, 50 ans pour prendre des décisions en fait. Si je reviens aux programmes qui sont proposés, il n'y a rien qui soit suffisamment engageant, contraignant et courageux et marqué pour qu'on puisse nous soutenir éventuellement un candidat ou une candidate. Officiellement, le mouvement ne soutient aucune candidature présidentielle. Si certains militants entendent tout de même aller voter, pour eux l'action collective reste la meilleure option pour porter leurs revendications. Quand je me rends compte de la situation et de l'inaction actuelle dans laquelle on est en France et ailleurs, oui, ça m'emplit d'un grand désespoir. Et un peu de rage, beaucoup de rage d'ailleurs. Je pense que c'est cette énergie-là qui fait que j'ai envie de me mettre en action finalement. Je crois que le déclencheur pour moi et sans doute pour beaucoup de personnes, mais aussi ça a été, il y a eu des grosses canicules en 2019 et c'est vraiment là où vraiment on prend conscience, on va dire dans son corps, dans sa chair, des effets qui arrivent. Tout de suite, c'est quelque chose on dit c'est réel. À l'approche des élections, Extinction Rébellion compte intensifier la mobilisation. Des actions coup de poing d'ampleur sont prévues à Nantes et dans différentes villes de France. Car pour eux, le temps presse et les questions écologiques doivent coûte que coûte devenir l'enjeu central des décisions politiques. Ils incarnent cette fameuse société civile, des chefs d'entreprise qui se battent contre l'administration pour embaucher leurs apprentis, en majorité de jeunes exilés qui doivent quitter le territoire français. Jusqu'ici dociles, ils ont choisi de s'engager et de médiatiser leur combat. Il faut faire un buzz en premier lieu, un peu original, pour dire stop, ce que vous faites, c'est complètement absurde. Le buzz, dont parle Stéphane Ravaclet, c'est la grève de la faim qu'il a menée pour que son apprenti guinéen ne soit pas expulsé, mais embauché. Ce jour-là, son association Patron Solidaire fait halte à Nantes pour faire connaître la cause de dizaines d'artisans confrontés à un même problème. Une fois la majorité atteinte, leurs apprentis d'origine étrangère doivent quitter le territoire français. Pour moi, Ibrahima, il fait rien de mal, il travaille, il prend le poste de personne, il prend une place vacante et puis il est très bien accepté au sein de l'équipe. Nous, on n'est pas du tout révolutionnaires, on est très, très obéissants, on essaye de faire les choses bien. C'est pas un choix, c'est que ça, on peut pas lâcher, puisque on pense de notre côté que c'est injuste. Ces patrons ont donc décidé de se fédérer pour lutter contre un système administratif qui rejette quasi systématiquement les demandes de régularisation de leurs apprentis. On a un sentiment qu'on n'est pas écouté et pas entendu. Et du coup, un mail, un coup de téléphone, à chaque fois on donnera réponse, ça avance pas. On a l'impression de donner un coup de couteau dans l'eau. Surtout en période électorale, c'est maintenant qu'il faut y aller. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que on en a besoin, il faut nous les laisser les prendre et les embaucher. Et ça va créer de l'emploi et ça va nous aider à avancer dans nos métiers, quoi. Merci beaucoup. À la fin. Ce n'était pas leur vocation. Et pourtant, ils ont décidé de s'engager. Leur objectif, désormais, faire adopter une loi qui leur permette de former et de recruter de jeunes exilés. Avant, j'avais une vie, j'étais boulanger, je devais mourir devant mon four. Et depuis le 3 janvier, j'ai une nouvelle vie où je me dois de me lever contre un problème législatif qui n'est encore pas réglé. Donc, le silence des administrations fait naître des monstres qui deviennent des militants et par ce militantisme fait qu'on ouvre notre bouche un peu plus fort que les autres et on réussit. Ces chefs d'entreprise ne sont pas les seuls à vouloir être entendus. À Nantes,
Jusqu'à l'été dernier, il y avait ici la Maison du Peuple, un squat de 12 000 mètres carrés qui hébergeait 70 personnes sans abri et était devenu un centre social autogéré. Il avait été ouvert par des militants et des gilets jaunes. Depuis leur expulsion, les personnes qui faisaient vivre ce lieu n'ont plus d'espace pour se réunir, se poser, se projeter. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'État-providence où on leur demande de répondre à tous nos besoins. On sait que c'est pas possible dans la société actuelle où on est. Et les gens se bougent pour trouver des solutions alternatives. Mais ces solutions, on se confronte à des murs. Parce qu'en face, on n'a aucun soutien. Et autre que soutien, on a même on nous empêche de faire ce qu'on fait. Nous, on n'a pas vraiment notre mot à dire. On n'a pas de poids. Donc on essaye de le faire en se mobilisant, en se fédérant et en se rassemblant, en faisant masse. En fait, je pense que les changements ils viendront aussi des citoyens et des citoyennes qui s'organisent. Et du coup, ça permet de faire un contrepoids aussi et de pouvoir avoir notre mot à dire sur les grandes lignes de la politique et de la société. Il faut qu'on garde une dynamique aussi. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de se rassembler. Les gens sont un peu au désarroi, en fatigue, en manque de bénévoles, en manque de lieux où se retrouver tous ensemble. Et c'est vraiment nous, notre fonction, permettre ça, permettre des initiatives toutes simples, comme des ateliers de réparation de vélos, de réparation d'ordinateurs, de l'aide aux mamies qui ont besoin d'installer des trucs sur leur téléphone ou sur leur PC. On essaie par tous les moyens de se réapproprier le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, c'est pas forcément celui des partis, c'est celui de la vie de tous les jours. Jusqu'ici, l'État comme la mairie leur refusent toute occupation de locaux pourtant vacants. Ils continuent donc de battre le pavé, de sensibiliser les passants à leur combat, créer un lieu d'accueil alternatif et inconditionnel. Elle lutte directement contre le chômage sans passer par Pôle emploi ou la mission locale. À Rezé, près de Nantes, l'association Décolle ton job aide les personnes éloignées du numérique à décrocher un travail grâce à une ancienne méthode remise au goût du jour, de petites annonces papier déposées dans des commerces. Une laverie, drôle d'endroit pour un rendez-vous emploi. Bonjour messieurs, dames. Dans ce commerce à Rezé, près de Nantes, chaque semaine, des petites annonces renouvelées et vérifiées s'affichent sur le mur réservé à l'association Décolle ton job. Alors cette semaine, il y a une grande diversité de postes et de partenaires. DLRT de Saint-Sébastien-sur-Loire qui recherche un serveur ou une serveuse. On a également un poste de comptabilité auprès de Serre France. Un couturier industriel chez Aérodiffusion. On est content parce qu'il y a aussi des propositions un peu alternatives dans le tertiaire et là plus récemment par exemple avec des postes de comptables. Donc on sent que le concept il va un petit peu au-delà des postes à faible qualification et il commence aussi à recruter, à s'adresser à une cible qui s'élargit progressivement. En Loire-Atlantique, ils sont 300 commerces et points relais à arborer en vitrine 7 autocollants, signe de leur adhésion et de leur engagement en faveur de l'emploi de proximité. En 2017, l'idée de départ portée par des bénévoles était de viser des personnes peu à l'aise avec le numérique dans leurs recherches. Grâce aux petites annonces dans ces lieux de passage, le bouche à oreille peut fonctionner. Merci beaucoup. Les clients qui viennent utiliser mes services d'impression, qui viennent notamment imprimer des CV ou des lettres de motivation, là il y a une vraie synergie. Dès que je leur imprime leur CV, je leur demande s'ils sont à la recherche d'un emploi, ce qui est souvent le cas quand vous imprimez votre CV. Et donc je leur suggère de regarder le panneau s'ils ne l'ont pas vu au premier abord. Reste à trouver et donc à démarcher des entreprises qui recrutent. C'est le cas d'un secteur en tension comme l'aide à domicile et à la personne. L'entreprise ADT, déjà utilisatrice des services de Pôle emploi ou des réseaux professionnels, a aussi recours au papier pour toucher un autre public. Ouais. Il y a encore vraiment des gens qui ont des difficultés avec Internet ou même avec la rédaction d'un curriculum vitae sur un ordinateur. L'outil numérique n'est pas forcément simple ou accessible pour tous. Et donc, c'est vraiment un plus que de pouvoir être visible en proximité sur les territoires et donc de recruter des personnes dans les quartiers même. Ça nous permet de favoriser une qualité de vie au travail ensuite pour ces personnes-là qui vont intervenir en fait dans leur quartier d'habitation. Oui, ça peut paraître old school, des petites annonces d'emploi papier dans des commerces, mais en même temps, on en a encore besoin et c'est à la fois un outil
directement rendre accessibles les offres, mais c'est toute la communauté et le réseau qu'on met en place qui est aussi intéressant pour pouvoir relier et ouvrir des opportunités pour tout un tas de personnes. Entreprises, commerces et bénévoles, ce réseau local et solidaire en faveur de l'emploi a reçu les encouragements et les financements des différentes collectivités locales. Au passage, Décolle ton job a créé 2 emplois salariés en interne et son modèle s'exporte dans le département voisin du Maine-et-Loire. C'est la fin de cette enquête de région. Merci à tous les techniciens et aux journalistes qui ont travaillé dessus. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro sur France 3, bien sûr.